À l'été 2010, le monde entier attendait un moment historique, le moment où son rêve allait enfin se réaliser après des années d'attente. Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde se joue au cœur du continent noir, en Afrique du Sud, un pays qui a traversé des moments difficiles. Aujourd'hui, c'est devenu la scène de la plus grande compétition de football au monde et le vendredi 11 juin 2010, juste avant le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique. On a vu le stade Soccer City à Johannesburg, où environ 85 000 spectateurs étaient présents. Le public ne se contentait pas d'encourager avec sa voix, mais il tenait aussi dans sa main un instrument appelé la vuvuzela, qui faisait un bruit vraiment assourdissant. Et elle arrivait à déconcentrer n'importe quel joueur, donc dès la première minute, on a compris que ce tournoi n'allait vraiment pas être traditionnel, et cette édition-là n'était pas juste une question de football. C'était une histoire pleine de drames, de rêves, de désillusions, avec des stars qui volaient la vedette et des légendes qui tombaient et prenaient fin, même pour de grandes équipes nationales. Certaines ont quitté la compétition tôt et de petites équipes ont surpris le monde entier, sans parler bien sûr des buts géniaux et des moments complètement fous, et des images marquantes du tournoi. Impossible de les oublier et par-dessus tout ça, un nouveau champion pour la première fois. Bienvenue à tous dans la Coupe du Monde 2010, l'édition africaine. La Coupe du Monde 2010, c'était la 19e édition de l'histoire. Le tournoi que la FIFA a décidé d'organiser en Afrique après 10 éditions jouées en Europe, 4 en Amérique du Sud, 3 en Amérique du Nord et une sur le continent asiatique. L'Asie a également été envisagée, ainsi que les pays candidats. Les dossiers de candidature venaient d'Égypte, du Maroc, de l'Afrique du Sud et un dossier commun entre la Tunisie et la Libye. Et le 15 mai 2004, il est annoncé que l'Afrique du Sud a remporté la compétition et deviendra le premier pays africain à organiser le plus grand événement sportif du monde. Une immense joie envahit le peuple sud-africain en voyant son ancien président bien-aimé, Nelson Mandela, alors qu'il soulève la coupe et agence un point que c'est le moment du continent noir. Voilà, c'était un petit aperçu sur le choix du pays organisateur. Passons maintenant à l'essentiel. Commençons par les équipes qui ont participé à la Coupe du Monde. Ce tournoi a vu la participation de nouvelles sélections pour nous, comme la Slovaquie, qui participe pour la première fois en tant que pays indépendant depuis la dissolution de la Tchécoslovaquie en 1993, ainsi que la Serbie, qu'on a déjà vu jouer sous le nom de Yougoslavie à plusieurs éditions au XXe siècle, ou comme Serbie et Monténégro lors du tournoi précédent, sans oublier 5 autres équipes qui font leur retour après une longue absence. La Corée du Nord participe pour la première fois depuis des années. 66, le Honduras et la Nouvelle-Zélande font leur retour en Coupe du Monde après leur absence depuis 1982, tout comme la Grèce qui revient après une longue période d'absence. Après 3 éditions d'absence, il fait son retour une nouvelle fois. Et l'équipe nationale algérienne, après des qualifications dramatiques face à l'équipe égyptienne, parvient à décrocher son billet de qualification et se qualifie pour la première fois depuis 1986. Ainsi, l'Algérie sera la seule équipe arabe à participer à cette édition de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et comme on l'a dit dans l'épisode sur la Coupe du Monde 2006, c'était la fin de l'ère des dinosaures, car en 2010, la plupart des grandes équipes entraient dans la compétition avec de nouvelles générations qui jouaient la Coupe du Monde pour la première fois. L'équipe de France, par exemple, finaliste de la dernière Coupe du Monde, s'est qualifiée pour le mondial dans la douleur, au tout dernier moment. Et grâce à un but marqué de la main par Thierry Henry, l'Italie, championne du monde en titre, est arrivée au mondial dans l'ère post-Totti, Inzaghi et Nesta. Grosso et d'autres joueurs avaient pris leur retraite ou étaient encore là, mais leur cerveau n'y était plus vraiment. Même les 2 sélections dont la valeur reposait toujours sur une constellation de stars. L'équipe du Brésil et celle d'Angleterre sont arrivées au tournoi avec 2 des générations les plus faibles de leur histoire en Coupe du Monde. Lors de la précédente édition, Dunga, le sélectionneur du Brésil, a écarté Ronaldinho parce qu'il ne pensait pas qu'il pourrait avoir un impact avec lui, et Fabio Capello, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, a perdu les services du capitaine David Beckham. Ce dernier s'était blessé 3 mois avant le mondial. L'équipe d'Argentine, quant à elle, était dirigée par la légende Diego Armando Maradona dans une ambiance presque irréelle. On allait voir Maradona entraîner l'Argentine, avec son protégé Lionel Messi à la Coupe du Monde, et tout le monde attendait ça avec impatience. Tout le monde voulait voir ce que le Portugal allait faire à l'ère post-Luis Figo sous la direction du Don, Cristiano Ronaldo, et les Pays-Bas avec une génération qui avait beaucoup appris de la dernière Coupe du Monde et qui était désormais prête à vraiment se battre pour le titre. Et l'équipe allemande, avec la première Coupe du Monde de Manuel Neuer, Thomas Müller, Mesut Özil et d'autres joueurs qui allaient devenir les piliers de la génération dorée de la Mannschaft à l'avenir. Quant à la Roja, l'équipe d'Espagne, elle avait l'effectif le plus solide du tournoi.
Sans conteste, champion d'Europe en 2008, leur effectif était un mélange de la génération dorée du Barça et des piliers principaux du Real Madrid, auxquels s'ajoutaient David Villa, Silva et Juan Mata, qui jouaient alors à Valence, et Fernando Torres et Cesc Fabregas, qui évoluaient en première ligue avec Liverpool et Arsenal. Voilà un rapide aperçu des équipes participantes et les compositions des grandes sélections nationales. Et il est temps maintenant de parler de la phase de groupe qui a été pleine de surprises que personne n'aurait pu imaginer. La phase de groupe a commencé avec le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique, et le public était au comble de l'enthousiasme, attendant avec impatience de voir son pays écrire l'histoire. Et à la 55e minute, sur une balle venue du milieu de terrain vers l'aile gauche, Tchabalala marque le but. Le premier but du mondial et le stade explose de joie, les Bafana célèbrent avec une danse iconique qui reste gravée dans nos mémoires jusqu'à aujourd'hui. Et même si le Mexique a fini par égaliser, c'est le but de l'Afrique du Sud qu'a voulu la vedette. Le premier jour du mondial, l'Afrique est connue pour son amour du chant à tout moment et en tout lieu, et les tribunes vibraient à cause du bruit des supporters. Et à cause des vuvuzelas qui ont assourdi les équipes venues d'en dehors du continent, d'ailleurs presque toutes s'en sont plaintes, le défi pour les joueurs c'était de rester concentrés et de garder leur sang-froid sur le terrain. Et la vuvuzela n'était pas le seul défi, loin de là. Mais le ballon Jaboulani, le ballon officiel du tournoi, a été un véritable cauchemar pour les gardiens de but pendant ce mondial, hein. Et cela à cause de la difficulté à le voir et à le contrôler quand il arrivait sur eux, car il était blanc avec 3 motifs triangulaires, ce qui compliquait la tâche. En tant que gardien, il était difficile de le distinguer clairement, ce qui a mené à des erreurs directes. Beaucoup de gardiens ont commis des fautes lors de la phase de groupe, comme l'erreur de Robert Green contre les États-Unis, celle de Fauzi Chaouchi contre la Slovénie, Andanovic contre l'Angleterre et Kingston, le gardien du Ghana contre l'Australie, Schwarzer contre la Serbie et Kawashima, le gardien japonais, contre les Pays-Bas. Même les joueurs avaient du mal à contrôler le ballon aussi facilement qu'avec ceux auxquels ils étaient habitués. Et le seul qui a réussi à dompter ce ballon, c'est Diego Forlán, celui dont le nom est resté associé au Jabulani depuis qu'il l'a touché jusqu'à sa retraite du football. Et cela parce que 3 mois avant le mondial, il a demandé à la société qu'il a fabriquée de lui en envoyer, pour qu'elle lui envoie des ballons Jabulani afin qu'il puisse s'entraîner seul dessus avant la Coupe du Monde, histoire de s'y habituer. Littéralement, Diego Forlán a passé un doctorat dessus. Et il a marqué le plus beau but de la phase de groupe contre l'Afrique du Sud. Et si on parle de beaux buts, on ne peut pas oublier non plus le but de Maicon contre la Corée du Nord ou celui de Quagliarella contre la Slovaquie. La phase de groupe était pleine de surprises. À commencer par l'élimination de l'équipe tunisienne avec un seul point en 3 matchs, après un nul contre l'Uruguay et 2 défaites face au Mexique et au pays hôte, l'Afrique du Sud. Une prestation terne et catastrophique de la part des Bleus. Les disputes entre les joueurs et l'entraîneur Raymond Quenejois avaient déjà perdu la confiance de ses joueurs avant même le début du tournoi, et les catastrophes ne touchent pas seulement le finaliste de la Coupe du Monde, mais aussi le champion en titre. L'équipe italienne, qui a été éliminée d'un groupe composé du Paraguay, de la Slovaquie et de la Nouvelle-Zélande, avec seulement 2 points sur 9 possibles. Pour finir la phase de groupe à la dernière place, alors que la Nouvelle-Zélande a aussi marqué la compétition malgré qu'elle n'a perdu aucun match et a fait match nul dans les 3, ce qui est évidemment un énorme exploit pour le football néo-zélandais et une nouvelle surprise dans ce tournoi. L'équipe espagnole, qui avait l'effectif le plus fort du tournoi, perd son premier match contre la Suisse. Mais elle retrouve rapidement sa puissance. Sous la direction d'Iniesta et de David Villa, ils parviennent à battre le Honduras et le Chili et assurent leur qualification en tête du groupe. L'Argentine, menée Maradona, réalise une performance très solide et remporte tous ses matchs. Elle inscrit 7 buts, ce qui en fait la meilleure attaque du premier tour, tandis que l'Allemagne nous présente le jeune prodige, Thomas Müller, qui a réalisé une excellente phase de groupe. Et combien de ces stars, aux côtés de David Villa, Diego Forlán et Wesley Sneijder. Quant au Brésil et aux Pays-Bas, grâce à des performances très convaincantes, ils parviennent à assurer leur qualification pour les 8e de finale. L'équipe d'Angleterre, quant à elle, paie le prix de son imprudence en phase de groupe où elle n'a inscrit que 2 buts et termine à la 2e place. Derrière l'équipe américaine qui a décroché la première place grâce à sa victoire contre l'Algérie dans les toutes dernières secondes. L'équipe du Portugal était dans le groupe du Brésil, accompagnée de la Côte d'Ivoire magique, de la Corée du Nord, et le Portugal, lors de son premier match, tombe dans le piège du match nul, contre l'équipe des éléphants. Il fallait donc qu'ils obtiennent de meilleurs résultats contre la Corée du Nord et le Brésil que ceux que leurs adversaires allaient réaliser. Les coéquipiers de Drogba devaient se qualifier, et ce sans aucune pitié.
Le Portugal bat la Corée du Nord 7-0 lors de la deuxième journée, ce qui devient la plus grande victoire du Portugal dans son histoire en Coupe du Monde. Pour éviter tout calcul compliqué, le Portugal fait match nul 0-0 avec le Brésil et se qualifie ainsi en tant que deuxième du groupe. Et sans encaisser le moindre but, l'équipe ivoirienne quitte la compétition. Après l'élimination de l'Afrique du Sud en phase de groupe à la différence de but avec le Mexique, le Ghana reste la seule équipe africaine qualifiée. C'est la seule qui a réussi à atteindre les huitièmes de finale. Pour porter les espoirs du continent africain de réaliser un exploit inédit lors de cette Coupe du Monde africaine. Exceptionnel. Les huitièmes de finale ont commencé avec le match entre l'Uruguay et la Corée du Sud. L'équipe coréenne est tout de suite entrée dans le vif du sujet et a tenté de marquer dès les premières minutes sur un coup de pied arrêté parfaitement exécuté, mais le ballon a heurté le poteau. Juste après, la même action s'est répétée, cette fois avec une reprise acrobatique de Diego Forlán. Le gardien ne parvient pas à contrôler le ballon et Luis Suarez offre l'avantage à la Céleste. Mais l'équipe coréenne refuse d'abandonner. Elle a d'ailleurs été meilleure pendant la majeure partie du match et parvient effectivement à égaliser à la 68e minute. Alors que tout le monde s'attendait à des prolongations, Suarez marque le but de la victoire d'une frappe dans le petit filet opposé, sauvant ainsi son pays du piège coréen. Et malgré le prestige historique des sélections uruguayennes et coréennes, ce n'était pas le match le plus attendu du premier jour des phases à élimination directe. Mais le vrai match attendu, c'était celui entre les États-Unis et le Ghana, qui se jouait moins de 2 heures plus tard au Stade Royal. Bafokeng, tout le public du continent africain s'est uni et a soutenu son unique représentant. Ils craignaient qu'aucune équipe africaine ne soit présente en quart de finale alors que le tournoi se jouait chez eux, donc l'équipe ghanéenne a profité de l'enthousiasme du public dès le début. Et dès la 5e minute, Kevin Prince Boateng marque le premier but et le stade explose de joie. Les États-Unis ont essayé de revenir au score à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils obtiennent un penalty en seconde période que la légende de l'équipe américaine Landon Donovan transforme, ramenant ainsi le match à égalité. L'arbitre Victor Kassai siffle la fin du temps réglementaire et le match part en prolongation. Avant que la rencontre ne devienne encore plus tendue, à la 93e minute, Asamoah Gyan, avec un excellent contrôle, redonne l'avantage au Ghana. Ensuite, l'équipe ghanéenne défend bec et ongle sa cage face à la vague d'attaque. Point qui s'abat sur elle de la part de l'équipe américaine jusqu'à ce que le temps s'écoule et que l'arbitre annonce l'équipe ghanéenne se qualifie pour les quarts de finale, un exploit vraiment remarquable pour le football africain. Et le 27 juin 2010 se joue le match qui va changer à jamais l'avenir du football. Le match Allemagne-Angleterre, qui se jouait au Free State Stadium, a commencé comme un affrontement classique entre deux grandes sélections, comme n'importe quelle autre rencontre. L'Allemagne ouvre le score grâce à Klose à la 20e minute, sur une passe décisive de Manuel Neuer. Puis 12 minutes plus tard, Podolski inscrit le deuxième but, profitant d'une grosse erreur de la défense anglaise, mais le défenseur Matthew Upson réduit l'écart et 2 minutes plus tard, arrive alors l'une des actions les plus célèbres de l'histoire de la Coupe du Monde. Frank Lampard lobe le gardien Manuel Neuer, le ballon franchit clairement la ligne, mais l'arbitre ne valide pas le but et laisse le jeu se poursuivre. Lampard reste stupéfait par la décision de l'arbitre uruguayen Jorge Larionda et de son assistant, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la technologie sur la ligne de but. À l'époque, on se fiait uniquement à l'appréciation des arbitres, comme si le destin rendait l'appareil à l'Angleterre. Le fameux but fantôme qu'ils avaient marqué contre l'Allemagne de l'Ouest en finale 66. Ce but qu'avait offert aux Three Lions le seul titre de leur histoire. L'Angleterre entame la seconde mi-temps en essayant de revenir au score, mais la barre transversale s'est transformée en cauchemar pour Super Frankie ce jour-là. C'est alors que l'Allemagne, en 3 minutes, grâce au jeune talent Thomas Müller, marque 2 buts et décroche son billet pour les quarts de finale. Et pourquoi a-t-on dit que ce match a changé l'avenir du football? Parce qu'après le but de Lampard qui n'a pas été accordé, la FIFA a décidé d'adopter la technologie sur la ligne de but, qui a mis fin à la polémique sur la question de savoir si le ballon avait franchi la ligne ou non, et elle a été introduite progressivement. Elle a commencé à être utilisée à partir de 2014 et on a revu un scénario similaire lors du match des huitièmes de finale en 2006 entre l'Argentine et le Mexique. L'Argentine entre sur le terrain avec encore plus de détermination, profite des erreurs de la défense mexicaine et prend l'avantage avec 2 buts en première mi-temps. Et en seconde mi-temps, on avait rendez-vous avec l'un des plus beaux buts du tournoi. Une frappe de Carlos Tevez, imparable, scelle la qualification de l'équipe argentine. Pour fixer un nouveau rendez-vous. Et pour la 2e fois consécutive, l'Albiceleste retrouve aussi la Mannschaft, l'équipe allemande, en quart de finale. Quant aux Pays-Bas et au Brésil, ils n'ont pas de difficulté à éliminer la Slovaquie et le Chili.
Et avec peu d'efforts, ils décrochent leur billet pour le tour suivant. Et s'il fallait parler d'une surprise en huitième de finale, elle serait à mettre au crédit de l'équipe paraguayenne, dirigée par l'entraîneur Gerardo Martino. Après un match nul et vierge entre le Paraguay et le Japon, la rencontre se décide au tir au but. Des tirs au but qu'inscrivent l'histoire, avec la qualification du Paraguay pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire. Ils attendaient donc le vainqueur du match entre l'équipe d'Espagne et celle du Portugal. Et si ce match avait eu lieu dans une autre édition du tournoi, on aurait dit que les deux équipes avaient des chances égales, voire que le Portugal était favori. Mais, par malchance, le Brésil de l'Europe s'incline face à une équipe d'Espagne terrifiante qui a dominé le ballon pendant la majeure partie du match et qui a remporté la bataille du milieu de terrain de façon écrasante. Et cela, bien sûr, avec la présence du quatuor Xabi Alonso, Xavi, Busquets et, devant eux, Iniesta. Le Portugal a livré un match respectable, mais les coéquipiers de Cristiano Ronaldo quittent la compétition après l'unique but de David Villa à la 63e minute. Ainsi, le très divertissant et controversé huitième de finale se termine officiellement et c'est l'heure des quarts de finale, chaque match étant une histoire à part entière. Dès les quarts de finale, la Coupe du Monde prend une nouvelle tournure en termes de plaisir et de suspense. Un suspense qui a commencé en dehors du terrain avec un protagoniste principal. Diego Armando Maradona, 2 jours avant le match Argentine-Allemagne, la FIFA organise une conférence de presse. Il y avait aussi Thomas Müller, qui à l'époque n'était encore qu'un jeune joueur de 20 ans, tout juste au début de son parcours avec la sélection et le match. Lors du match précédent contre l'Angleterre, Müller avait été la star de la rencontre et avait réussi à marquer 2 buts. Il était donc naturel que les médias commencent à parler de lui, et pendant cette conférence, un événement inattendu se produit. Maradona entre en scène. Il entre dans la salle pour parler aux journalistes, mais il refuse de s'asseoir à la même table que Müller. Müller se sent gêné, alors il se lève rapidement pour laisser la place à Maradona, et Maradona en rajoute une couche avec l'équipe aussi. Et il dit qu'il ne savait même pas que c'était un joueur de foot. Cet incident était anodin, mais pour les journalistes allemands, ils l'ont pris comme un manque de respect de la part de Maradona envers Müller, comme si Maradona le considérait comme un petit joueur sans importance. Et le jour du match, Müller a eu l'occasion de répondre à Maradona, et pas avec des mots, mais sur le terrain, la surprise, c'est qu'il n'a pas attendu longtemps pour le faire. Après seulement 3 minutes de jeu, Müller marque le premier but pour l'équipe nationale allemande après un centre de Bastian Schweinsteiger. Et ça a été le début de la fin pour l'équipe argentine. Et ce n'est pas seulement Müller qui s'est illustré pendant le match. L'Allemagne a offert un véritable spectacle et a marqué 3 buts. Klose marque également le deuxième but à la 68e minute, Arne Friedrich inscrit le troisième à la 74e minute, et à la 89e minute, Klose clôture le festival de buts en inscrivant quatrième, 4-0 pour les Allemands. Et Maradona était complètement effondré sur la touche, regardant autour de lui, n'en croyant pas ses yeux devant ce qui se passait, car l'une des meilleures équipes de la phase de groupe quitte le tournoi dans un scandale retentissant. Après le match, les journalistes ont demandé à Müller ce qui s'était passé lors de la conférence entre lui et Maradona, et il a simplement répondu qu'il ne se souciait pas d'être respecté par lui. Ce qui comptait pour lui, c'était de pouvoir répondre sur le terrain. Quant à Maradona, il était complètement sous le choc. Il a refusé de commenter ce qui s'était passé pendant le match et s'est contenté de dire 2 mots aux journalistes : « Je suis brisé ». Après le tournoi, Maradona a été démis de ses fonctions d'entraîneur de la sélection argentine, et ce match a été sa dernière apparition en tant qu'entraîneur en Coupe du Monde. Et dans un autre duel latino-européen en quart de finale, le Brésil affronte les Pays-Bas. Et selon l'histoire et la performance montrée dans le tournoi jusqu'à présent, le Brésil était le favori pour se qualifier en demi-finale. Et effectivement, la Seleção commence le match en force et marque un but très tôt à la 10e minute grâce à Robinho après une passe splendide de Felipe Melo depuis le milieu de terrain. Et toute la première mi-temps a été dominée par le Brésil et l'équipe néerlandaise avait quasiment disparu. Mais en seconde période, tout change. On arrive à la 53e minute. Sneijder centre le ballon et Felipe Melo, qui avait fait la passe décisive pour le but brésilien, le touche de la tête par erreur et marque contre son camp, offrant ainsi le but de l'égalisation. Ce but remet l'équipe néerlandaise dans le match. Puis 15 minutes plus tard, Sneijder lui-même marque le deuxième but de la tête après un corner, alors que la défense brésilienne était complètement perdue, et le Brésil a essayé de revenir au score. Mais Felipe Melo aggrave les choses en prenant un carton rouge pour une intervention violente sur Robben, et à ce moment-là, la situation devient beaucoup plus compliquée pour le Brésil. L'équipe brésilienne, mais les Néerlandais tiennent bon, réussissent à conserver le score et éliminent le Brésil, l'un des grands favoris pour remporter la coupe. C'est ainsi que la première victoire des Pays-Bas contre la Seleção depuis 1974 est enregistrée.
Et l'équipe brésilienne quitte la compétition dès les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive lors de l'un des 3 affrontements latino-européens de ce tour. L'équipe espagnole affronte le Paraguay. Et si tu pensais que ce match allait être facile pour l'Espagne, laisse-moi te dire que ce match, c'était l'un des matchs les plus difficiles que l'Espagne ait joué dans ce tournoi. Un match étrange, plein de drames et d'événements palpitants du début à la fin. Laisse-moi te raconter l'histoire du match en détail. Le match a commencé avec beaucoup de prudence de la part des Paraguayens, connus pour leur défense solide. Ils ont décidé de fermer tous les espaces devant l'Espagne, qui avait la possession du ballon mais sans réel danger. Les joueurs du Paraguay, à point, ont mis une grosse pression au milieu de terrain espagnol et n'ont laissé aucune chance à Iniesta et Xavi de jouer à leur aise. De leur côté, le Paraguay essayait de jouer sur des contre-attaques rapides, mais la défense espagnole, menée par Puyol et Piquet, n'est bon. La plus grosse occasion de la première mi-temps a été pour le Paraguay, quand Santa Cruz s'est retrouvé face à Casillas et a tiré, mais sa frappe était trop faible et Casillas l'a arrêté facilement. Sans oublier le but marqué par l'attaquant paraguayen Nelson Valdez, mais l'arbitre l'a annulé pour hors-jeu et la première mi-temps s'est terminée sur un score de 0-0. Et toutes les prévisions étaient point que la seconde mi-temps serait plus intense. Et dès le début de la deuxième période, le match s'est littéralement enflammé et à la 59e minute, le Paraguay obtient un penalty après que Piqué ait tiré l'attaquant Oscar Cardozo dans la surface. L'attaquant paraguayen se retrouve face à Casillas et tout le monde s'attendait à ce qu'il marque le penalty. Mais Casillas, avec toute sa classe, l'arrête et redonne espoir une nouvelle fois au public espagnol. Et quelques secondes plus tard, le ballon part de l'autre côté. Et David Villa entre dans la surface de réparation et tombe après un contact avec un défenseur paraguayen. L'arbitre siffle et accorde un penalty à l'Espagne. Xabi Alonso se charge de le tirer et marque le penalty avec succès. Mais la joie n'a pas duré, car l'arbitre a ordonné de retirer le penalty à cause de l'entrée des joueurs dans la surface de réparation avant l'exécution. Il s'avance donc pour la tirer une seconde fois, mais cette fois-ci, le gardien Villar a son mot à dire et arrête le penalty. Ensuite, la défense dégage le ballon, ce qui provoque une grosse occasion pour les Espagnols. Après ce drame des 2 pénaltys, l'Espagne accentue la pression sur la défense paraguayenne qui commence à s'effondrer physiquement à cause des efforts énormes fournis. Tout au long du match et à la 83e minute, Iniesta élimine la défense de façon remarquable. Il fait la passe à Pedro qui tire sur le poteau, puis le ballon vient à David Villa qui tente sa chance à nouveau et le ballon touche encore le poteau. À droite, à gauche, jusqu'à ce qu'elle finisse enfin au fond des filets, et c'est le premier but pour l'équipe d'Espagne. Immense joie dans les tribunes parmi les supporters espagnols présents. Quelques minutes seulement après cette qualification historique pour les demi-finales. Après le but, l'équipe d'Uruguay a tenté de revenir dans le match et s'est procuré une occasion très dangereuse dans la dernière minute, mais Casillas s'est encore illustré. Et Santa Cruz tente sa chance, mais le ballon est arrêté. L'équipe espagnole conserve le score et l'Espagne se qualifie pour la demi-finale pour la première fois de son histoire. Et ce match était l'un des matchs les plus dramatiques de la Coupe du Monde 2010. Un match qui a prouvé que l'Espagne avait désormais l'âme d'un champion et qu'Iker Casillas était devenu l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football. Il nous reste plus qu'un seul match en quart de finale, et c'est le match iconique. L'un des meilleurs matchs de l'histoire de la Coupe du Monde. Le match entre l'Uruguay et le Ghana au Soccer City Stadium. Avec une affluence de 84 000 spectateurs, dont la majorité était là pour soutenir l'équipe ghanéenne afin de réaliser un exploit historique en se qualifiant pour la demi-finale, le match a commencé avec beaucoup d'enthousiasme de la part des deux équipes et le Ghana était entré sur le terrain avec confiance après avoir battu les États-Unis en 8e de finale. De son côté, la sélection uruguayenne était armée d'une ligne d'attaque très dangereuse menée par Luis Suarez et Diego Forlán. La première mi-temps, c'était un vrai duel entre les deux équipes, mais l'Uruguay était la plus dangereuse grâce aux frappes puissantes de Forlán qui était au sommet de sa forme. De son côté, le Ghana misait sur la vitesse et les compétences de ses joueurs comme Asamoah Gyan. Alors que le match semblait se diriger vers la fin de la première mi-temps sur un score de 0-0, dans la toute dernière minute de cette première période, Sule Muntari a décidé de tenter sa chance avec une frappe surpuissante de loin, une balle flottante qu'a trompé le gardien Muslera. Le ballon est entré dans les filets et un but exceptionnel, et les joueurs ghanéens ont explosé de joie dans des célébrations folles. Ils rêvaient de devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de l'histoire de la Coupe du Monde, mais l'équipe uruguayenne n'a pas dit son dernier mot. Et en seconde période, précisément à la 55e minute, le docteur du Djaboulani, Diego Forlán, s'est illustré. Un coup franc direct tiré de façon géniale, il la place dans le coin opposé du gardien Kingston, qui s'envole dans les airs et regarde le ballon passer. Le ballon finit au fond des filets.
Après l'égalisation, le match est devenu complètement ouvert et chaque équipe essayait de marquer le deuxième but. Le Ghana s'est procuré des occasions très dangereuses et Asamoah Gyan a été un vrai poison pour la défense uruguayenne, mais le gardien Muslera était toujours là au bon moment. De l'autre côté, Suarez a tenté de menacer les cages ghanéennes avec ses tirs, mais le score est resté à 1-1 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Et même pendant les prolongations, il était clair que le Ghana avait une meilleure condition physique et a commencé à attaquer de façon intensive. Et à la 120e minute, il y a eu l'action que personne ne pourra jamais oublier dans l'histoire de la Coupe du Monde. Un centre dangereux dans la surface de réparation de l'Uruguay, la défense dégage, Asamoah Gyan frappe et le défenseur repousse le ballon. Le ballon revient vers le but et, à la manière d'un gardien, Luis Suarez l'arrête sur la ligne. Il la repousse de la main sur la ligne de but, ce qui pousse l'arbitre à intervenir. Olegario siffle immédiatement pour accorder un pénalty à l'équipe du Ghana et expulse directement Luis. Suarez quitte le terrain en pleurant de façon hystérique et là, le Ghana a une occasion en or de réaliser un exploit historique. Et Asamoah Gyan se tient prêt à tirer le pénalty qui pourrait inscrire son nom en lettres d'or. Gyan tire le ballon avec puissance, mais il heurte la barre transversale et sort du terrain. Aussitôt, l'arbitre siffle et annonce la fin du match. Les deux équipes vont devoir passer par la séance de tir au but. Les supporters africains sont sous le choc et Suarez, qui était assis en train de pleurer hors du terrain, revient célébrer comme s'il avait marqué le but de la victoire. Lors de la séance de tir au but, et après chaque équipe marque ses 2 premiers tirs, mais le Ghana rate 2 tirs consécutifs, tandis que l'Uruguay en manque un, ce qui permet à Sébastien Habreux d'entrer en jeu. S'il marque ce tir, l'Uruguay se qualifie pour les demi-finales. Et à la manière de Panenka, Habreux marque. Le dernier tir et le parcours du représentant des villages africains s'arrêtent en quart de finale, laissant ainsi la demi-finale comme une étape maudite pour les équipes africaines. Jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, où l'équipe marocaine a brisé cette malédiction, et ce match a forgé la légende de Suarez comme l'un des joueurs les plus controversés de l'histoire. Certains ont vu qu'il avait sauvé son équipe de façon tactique, tandis que d'autres l'ont considéré comme un traître, parce qu'il a empêché le Ghana d'atteindre la gloire avec sa main. Mais Suarez ne se soucie pas de tout ça. Après le match, il dit que la seule chose qui compte pour lui, c'est qu'il a réussi à qualifier l'Uruguay pour la demi-finale alors que l'équipe ghanéenne quitte la compétition en larmes et avec amertume après avoir été à un pas du but, mais de réaliser un rêve historique pour le continent africain. Mais la chance leur a tourné le dos dans les dernières secondes. Et même si ce match remonte à 15 ans, Asamoah Gyan en parle encore aujourd'hui et il dit toujours que c'est le pire moment de sa carrière footballistique. Ainsi s'achève ce quart de finale historique et vient le temps des demi-finales avec 2 matchs extrêmement équilibrés. Nous sommes le 6 juillet. C'est la date de la première demi-finale où l'équipe nationale néerlandaise qui rêve de remporter sa première Coupe du Monde affronte l'Uruguay, qui n'a pas gagné le titre depuis 60 ans. Au stade du Cap commence alors le duel entre 2 équipes pleines d'ambition. Le match commence et les Pays-Bas entrent sur le terrain avec une grande intensité, ne voulant laisser aucune chance à l'Uruguay de respirer jusqu'à la 18e minute. C'est alors que le capitaine Giovanni Van Bronckhorst surgit et déclenche une frappe surpuissante de l'extérieur de la surface. Le ballon heurte la barre transversale, nous offrant ainsi l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Le ballon finit au fond des filets, laissant le gardien Muslera complètement stupéfait, tandis que les supporters explosent de joie. Les Hollandais célèbrent l'avance de la sélection des Moulins en début de match, mais l'Uruguay n'a pas dit son dernier mot. C'est alors que Diego Forlán, le buteur dont les pieds parlent avec le ballon, entre en scène. À la 41e minute, il récupère le balai. Il déclenche une frappe surpuissante de loin et comme d'habitude, sa balle prend de l'effet dans les airs et trompe le gardien Stekelenburg. Il inscrit un but exceptionnel, répondant ainsi à Van Bronckhorst et le match revient à égalité. La seconde mi-temps s'annonce explosive. Le match a repris et les Pays-Bas savaient qu'ils devaient plier la rencontre rapidement avant que l'Uruguay ne les surprenne avec un deuxième but. Et effectivement, à la 70e minute, le ballon arrive à Wesley Sneijder qui frappe, le ballon est dévié par la défense, change de trajectoire et finit au fond des filets. C'est le deuxième but pour les Pays-Bas et l'équipe uruguayenne est sous le choc. Ils essayent de revenir au score, mais la condition physique ne les aide pas, car ils sortaient tout juste d'une bataille acharnée contre l'équipe ghanéenne, alors les Néerlandais en profitent. Et seulement 3 minutes plus tard, à la minute 73, Robben reçoit un centre millimétré de Dirk Kuyt, s'envole dans les airs comme un oiseau et place une tête magnifique au fond des filets. Et le troisième but pour l'équipe des Pays-Bas qui termine le match de façon clinique, tandis que l'Uruguay n'a plus rien à perdre et dans les dernières minutes donne une leçon de persévérance en refusant d'abandonner jusqu'au bout.
À la 92e minute, Maxi Pereira apparaît et marque un but qui réduit l'écart, mais malheureusement pour lui, le temps était écoulé. Et l'arbitre siffle pour annoncer la qualification de l'équipe néerlandaise pour la finale pour la première fois depuis 1978, tandis que l'Uruguay jouera le match pour la troisième place. La deuxième demi-finale opposait deux géants, l'Espagne et l'Allemagne. Une affiche qui rappelait la dernière finale de l'Euro, mais cette fois-ci sur le sol africain. Le stade Moses Mabida était plein à craquer et la tension était palpable dans l'air. L'Allemagne arrivait en force après avoir infligé un 4-0 à l'Argentine en quart de finale. Tout le monde pensait qu'ils étaient les grands favoris du tournoi, mais en face, personne ne pouvait nier la puissance de l'équipe espagnole qui y jouait avec le style tiki-taka qui donnait l'impression à toutes les équipes adverses de tourner en rond. La première mi-temps commence, les deux équipes jouent prudemment et l'Espagne domine le ballon, mais sans se créer de vraies occasions dangereuses, tandis que les Allemands essaient de répondre en contre-attaque. Mais Puyol et Piqué faisaient un match défensif de folie, et pendant toute la première mi-temps, tout le monde... on sentait que le but pouvait venir de n'importe quel côté, mais les filets restaient propres jusqu'à la fin de la première mi-temps. En seconde période, le rythme s'accélère et l'Espagne devient plus dangereuse. Iniesta et Xavi distribuent le ballon comme s'ils jouaient à la PlayStation et à la 73e minute arrive le moment décisif. Corner tiré par Xavi et Carles Puyol. Il s'élève comme une fusée et d'un saut légendaire, il frappe le ballon. De la tête avec toute sa puissance. Et but pour la sélection espagnole. Le public réagit avec enthousiasme et l'équipe espagnole commence à croire en ses capacités et peut atteindre sa toute première finale de Coupe du Monde de son histoire. Mais la Mannschaft tente de revenir au score. Mais la défense espagnole et le gardien Iker Casillas tiennent bon. Ils repoussent tous les dangers jusqu'à ce que le temps réglementaire et le temps additionnel s'achèvent. Le temps est écoulé et l'arbitre siffle la fin du match. Et pour la première fois de son histoire, l'Espagne est en finale de la Coupe du Monde, tandis que l'Allemagne, pour la deuxième Coupe du Monde consécutive, va jouer le match pour la troisième place. Et avant la finale, le match pour la troisième et la quatrième place se joue au stade Nelson Mandela. Le match opposait l'Uruguay à l'Allemagne, et l'Allemagne a ouvert le score à la 19e minute grâce à Thomas Müller. Mais l'équipe d'Uruguay est revenue dans le match et a inscrit 2 buts par Cavani puis Forlan. Mais la sélection allemande était déterminée à ne pas finir cette Coupe du Monde, sans accrocher une médaille autour de son cou. Avec un but de Marcel Janssen, puis Sami Khedira, l'avantage repasse du côté de l'équipe allemande et il y a une dernière occasion, un dernier coup franc pour l'Uruguay, Diego Forlan frappe magnifiquement, mais le ballon heurte la barre transversale, puis l'arbitre siffle et annonce à la victoire de l'équipe allemande qui décroche la médaille de bronze. Avec 5 buts chacun, Thomas Müller et Diego Forlan égalent David Villa et Wesley Sneijder en tant que meilleurs buteurs du mondial. Ainsi, la page de la médaille de bronze se referme et arrive le 11 juillet 2010. Le tournoi touche à sa fin, les équipes ont quitté la compétition une à une jusqu'à ce qu'on arrive à la grande finale entre l'Espagne et les Pays-Bas. Une finale qui ressemblait à une véritable bataille car les deux équipes ne s'étaient jamais affrontées en Coupe du Monde auparavant. Et le capitaine de l'équipe d'Italie en 2006, Fabio Cannavaro, entre sur le terrain avec la coupe à la main, celle qui sera remise aux champions du monde. Sur fond de vuvuzela, l'arbitre Howard Webb siffle le coup d'envoi du match. L'Espagne a failli ouvrir le score très tôt à la 5e minute grâce à une tête de Sergio Ramos. Ramos revient ensuite et menace à nouveau les cages des Néerlandais, mais Heitinga était là au bon moment. Après ça, l'intensité physique du match monte en flèche. De Jong s'en prend violemment à Xabi Alonso, mais Howard Webb n'a pas estimé que cela méritait un carton rouge, il s'est contenté d'un avertissement. Après 5 cartons jaunes en première mi-temps, la première partie de la finale s'achève sur un score nul et vierge. La seconde période commence et les deux équipes se montrent plus offensives. À la 62e minute, Arjen Robben a une occasion en or d'ouvrir le score, mais Casillas réalise un arrêt miraculeux. Avec son pied, il confirme que l'équipe d'Espagne ne compte pas laisser filer le quitre, et comme rater une occasion pareille, ça se paie forcément. David Villa a une occasion très dangereuse après une erreur de Heitinga qui corrige aussitôt sa faute. Il écarte danger et le ballon offre une seconde chance à Robben de se rattraper, mais il refuse de conclure le match et l'arbitre siffle. Il annonce la fin du temps réglementaire et au début de la première prolongation, Fabregas, après une passe magique d'Iniesta, il tente sa chance, mais le gardien Stekelenburg, qui faisait un match excellent, repousse le tir.
Après plusieurs occasions dangereuses, la première prolongation se termine et la seconde commence, pleine de rebondissements. Le défenseur néerlandais Heitinga reçoit un deuxième avertissement et le carton rouge, ce qui oblige les Pays-Bas à jouer les 10 dernières minutes à 10. Alors que les entraîneurs se préparaient pour la séance de tir au but dans les dernières minutes, à la 116e minute, Fabregas offre une passe en or à Iniesta qui frappe de tout son cœur. Le ballon finit au fond des filets néerlandais et l'équipe d'Espagne devient championne du monde. Immense joie pour le maestro qui soulève son maillot pour révéler un message. Dani Jarqui, t'es toujours avec nous? Et Dani Jarqui, c'était un joueur de l'Espagnol et l'un des amis proches d'Iniesta, décédé avant la Coupe du Monde. Ce geste a été l'une des principales raisons pour lesquelles les supporters de l'Espagnol aiment tant le maestro. Et si tu veux en savoir plus sur cette histoire, on a fait un épisode consacré à Andrés Iniesta où on a parlé de toute sa carrière. Depuis ses débuts jusqu'à sa retraite, et je te conseille vraiment de la regarder après cet épisode. Voilà, Iniesta qui marque le but le plus important de toute l'histoire de l'Espagne. L'arbitre siffle et annonce la fin du match, après quoi on voit les larmes des joueurs de la sélection néerlandaise. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient perdu, et Iker Casillas, le capitaine de l'équipe d'Espagne, soulève le précieux trophée. Le ciel d'Afrique du Sud et la pieuvre pôle qu'ils avaient ramené, prédit les résultats des matchs et réalise un sans faute avec 8 sur 8 pour devenir l'un des symboles de la Coupe du Monde auquel les gens sont attachés. Et ainsi se termine le Mondial 2010 avec ses surprises, son suspense et ses événements dramatiques qui ont donné naissance à une belle histoire qui restera gravée en nous et qu'on n'oubliera jamais. J'espère que l'épisode vous a plu et n'oubliez pas de nous soutenir avec un like, un partage et un abonnement.